Quelle est votre définition à vous de la folie? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Bah, en général, pas tout à fait ce qui est utilisé dans le langage courant de dire il est fou. Je dirais, si je dis oh, il est fou, je vais plutôt parler de quelqu'un que j'aborde, dont je trouve les attitudes absolument ignobles. Donc par exemple, je dirais, je sais pas, d'un Trump, je dis mais il est fou quoi celui-là. Donc en fait, pas d'une personne, mais plutôt de quelque chose d'une attitude qui me semble appartenir en dehors justement de l'humanité, si je peux dire. Donc ça n'a rien à voir avec la définition classique de la folie. J'étais folle de rage, je pourrais dire j'étais folle de rage, ça me rend folle, ou alors ça me rend folle de rage. Donc c'est comme ça que j'utiliserai le terme. Mais me sentir folle, non. De perdre non, pas au sens où on l'entend. De me sentir perdue, de me sentir dans une grande solitude, de me sentir dans un sentiment de grande difficulté, oui, mais folle, non. Et qu'est-ce qui vous rendait folle de rage, si c'est pas trop indiscret? Oh, l'injustice. L'injustice. L'injustice, toujours, d'ailleurs, ça continue à me rendre folle de rage. Il suffit parfois, je sais pas, de voir, pas nécessairement des grandes informations, mais même des petites informations. Tout ce qui est humiliation et domination, des exemples peuvent me rendre folle de rage. Oui, je parle, oui, l'attitude de l'État, de la police, les cruautés gratuites, enfin je sais pas s'il y a des cruautés qui ne sont pas gratuites, mais enfin tout cela, ouais. Ça peut être vraiment des petites choses. Ça n'a pas besoin, c'est pas nécessairement qu'on va frapper quelqu'un en face de moi, mais les humiliations, par les mots, par les attitudes, ouais, ça peut me rendre folle de rage. Je peux je sais pas, me dresser sans tenir compte je sais pas moi, du fait que j'ai en face de moi quelqu'un qui fait 3 fois ma taille, et je sais pas. Ouais, il y a quelque chose qui me ouais, voilà. Okay. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis de l'île de la Réunion, on passait devant un hôpital qui s'appelait l'hôpital des Fous. On l'appelait l'hôpital des Fous. Et qui était un hôpital où on enfermait les personnes, quoi. Mais tout ça était quand même assez mystérieux. Mais en même temps, je voyais bien une manière de traiter les gens. D'abord, c'était que des personnes de classe populaire, noires, enfin, ou racisées. On ne voyait pas de blancs sortir de là. Donc, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi seules ces personnes racisées étaient dans cet hôpital des Fous? Ils étaient quand même pas très bien traités. C'était le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, moi, je me suis intéressée assez tôt au procès de ce qu'on appelle les crimes de sang. Et c'est-à-dire donc ce que des psychiatres ou des psychologues venaient, les témoignages qu'ils avaient sur l'inculpé. Et c'était toujours à La Réunion, donc des blancs, des hommes blancs, qui venaient parler de personnes qui étaient des Réunionnais, qui avaient tué quelqu'un, enfin bon, dans leur famille, et qui ne parlaient eux-mêmes pas créole du tout, mais qui pouvaient dire, tiens, cette personne, voilà ce qu'elle a, voilà ce qui lui manque, etc. Enfin, tout un truc d'une pathologie, avec une description d'une pathologie qui me semblait sortir carrément de leur imagination. Après, donc moi, ça a toujours été cet intérêt aussi donc de la manière dont la colonisation, la psychiatrie avait été une arme pour la colonisation. Non seulement évidemment d'exploiter les personnes, de les raciser, mais de parler de leur psychisme en disant que finalement ces personnes n'étaient pas complètes, quoi, ne pouvaient pas avoir des sexualités dépravées, enfin tout avait des choses comme ça, qu'ils étaient facilement fous, qu'ils n'avaient pas de capacité de raisonnement rationnel, et donc ça a été toujours comme ça dans un coin de ma tête. Mais aussi, si vous voulez, l'intérêt que je pouvais avoir sur la question quand même qu'il y a un psychisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des êtres de raison, qu'on est mu aussi par des choses plus fortes que nous, quoi, des sentiments d'envie, de jalousie, de ressentiment, de haine, de choses qui nous dépassent, de chagrin, et que ça aussi, donc ça par contre c'était un domaine qui m'intéressait, mais en sortant justement de la psychiatrie coloniale. Mais ça m'avait frappé que, si vous voulez, en fait, très très tôt dans les colonies, des hôpitaux psychiatriques sont créés comme s'il y avait une nécessité justement d'avoir un hôpital psychiatrique. C'était même pas de dire, bon, bah, de toute façon, non, il fallait créer. Et puis des carrières se sont faites, hein, évidemment, comme on le sait, les grandes carrières en Algérie, mais il y en a eu partout. Hein. J'en ai eu en Nouvelle-Calédonie, il y en a eu à La Réunion, il y en a eu au Sénégal, enfin dans les colonies françaises.
de psychiatres blancs qui se sont fait une carrière, et vous avez eu des congrès de psychiatrie coloniale, donc c'était une vraie discipline, et qui était là pour expliquer la psyché du colonisé ou de la colonisée aux blancs. Et évidemment, les colonisés avaient une psyché pas tout à fait évidemment aussi bien que celle. Alors, ils ne connaissaient pas le complexe d'Édipe, ou ils le connaissaient trop, enfin des choses complètement un peu farfelues, quoi. Moi, je me souviens, par exemple, même à La Réunion, c'est plus tardif, mais pour vous donner un exemple, en créole réunionnais, on ne dit pas « je ». Il n'y a pas cette forme du sujet, de la subjectivité, comme dans la langue française. Et bien, des psychiatres français, blancs, en avaient déduit que nous n'avions pas d'accès à la subjectivité, au sujet, par exemple. Donc, ce qui me semblait complètement délirant. Donc, la psychiatrie coloniale a été une vraie discipline, a fait des carrières. Il y a eu des carrières, il y a eu des revues, il y a eu des congrès, et ça a laissé des traces, évidemment. Ça a complètement laissé des traces. Bon, on connaît l'article de Frantz Fanon sur ce qu'il appelait, lui, le syndrome nord-africain, qu'on appelle le syndrome méditerranéen aujourd'hui, que les personnes... Là, il étudie avec des travailleurs nord-africains qui le consultaient à Lyon, ou qu'il avait observé des consultations avec des psychiatres, et que les médecins ou les psychiatres rejetaient les souffrances, la description de souffrance de ces travailleurs nord-africains, en disant mais ils se plaignent toujours, de toute façon ils ne savent pas, enfin, tout est à la fois un déni de la souffrance psychique et une explication racisée ou stigmatisante de cette souffrance. Donc si vous laissez tout ça, moi j'ai toujours été intéressée par cette dimension, donc j'ai observé que ce soit à La Réunion, ensuite en Algérie, je me suis intéressée évidemment à ce qui restait de l'école de Blida où avait enseigné Fanon. Ensuite en France, quand il y a eu le mouvement de l'antipsychiatrie, il y avait aussi tout le mouvement de débat sur la psychanalyse à la fin des années 70 quand je suis arrivée en France. Ensuite aux États-Unis, à m'intéresser aussi Black Feminist, Psychoanalysis, enfin toutes les alternatives, et puis l'école de Dakar, l'école postcoloniale de Dakar, l'école d'Alger, l'école au Nigeria, en Afrique du Sud, des écoles qui étaient des écoles contre la psychiatrie coloniale raciste. Et voilà, donc ça a toujours été à la fois d'être attentive à la manière dont une psychiatrie blanche, raciste, va interpréter des souffrances, et aussi à l'autre courant qui ont ces courants d'exploration, d'alternatives à justement ce discours raciste. Il y a déjà, ce que Elsa Dorlin avait étudié dans la matrice de la race, c'est-à-dire que les esclavagisés, s'ils voulaient être libres, c'était considéré comme un acte de folie. Donc déjà, tout a été pathologisé. Ensuite, sous l'esclavage, il y a aussi une pathologisation des femmes noires, en disant qu'elles ont soit une sexualité débridée, soit elles sont naturellement des mamas, des nounous. Donc on les enfermait dans des rôles qui vont avec des capacités affectives ou au contraire des incapacités affectives. Donc où les esclavagistes vont dire des femmes noires qu'elles sont incapables d'être des mères, de ne savoir ce que c'est qu'être une mère, donc de l'affection maternelle, ou de dire qu'elles sont naturellement des nounous, des nourrices. Donc c'est toute une circulation entre plusieurs affirmations qui toutes de toute façon sont là pour stigmatiser. L'homme noir, lui, c'est la capacité d'être un père, la capacité d'accéder à la fonction paternelle, la capacité d'accéder à la fonction de bon chef de famille, parce qu'il y a un mélange dans la psychiatrie de l'hégémonie raciste qui est entre le rôle social qu'on vous donne et votre bonne santé mentale. Si vous êtes en bonne santé mentale, vous devriez être un bon chef de famille, un bon père, un bon mari. Et si vous êtes donc au contraire, donc que ce soit les Noirs, les Asiatiques, les Arabes, pour désigner ainsi toutes ces autres personnes, elles ont toutes été pathologisées. Leur manière d'être a été pathologisée. Après, il y avait toutes les idées sur la sorcellerie, qui a été aussi vue par les scientifiques coloniaux comme étant la preuve de l'arriération de ces peuples. Si on pouvait résumer, ça serait que de toute façon, le colonialisme européen définit les autres comme manquant de quelque chose.
manquant de beauté, manquant de raison, manquant de civilisation, de culture, d'art, de littérature, de philosophie, et donc manquant d'un plein accès à une bonne santé mentale. Et donc presque naturellement enclin à la folie. Par nature. Alors que l'homme ou la femme occidentale serait en bonne santé mentale, sauf évidemment, comme l'a bien décrit Michel Foucault, ce qu'on appelait les fous, ce que la bonne société bourgeoise a appelé les fous, et qui pouvaient être autant les prolétaires que les travailleuses et travailleurs du sexe, enfin tout ce qui n'entrait pas dans la norme bourgeoise. Donc il y avait une conflation entre ce qui était perçu comme le normatif social et culturel et la norme de la bonne santé mentale. Donc ça s'est toujours mis ensemble. Et c'est toujours à la fois une grande pathologisation et donc une incapacité d'écoute, d'entendre vraiment les paroles et de rejeter, c'est-à-dire à la fois de stigmatiser et de rejeter, de ne pas vouloir écouter ce que les personnes disent. Moi, je me suis beaucoup intéressée à La Réunion, à comment les psychiatres blancs français pathologisaient la population réunionnaise. C'était stupéfiant. Ils n'entendaient pas, n'arrivaient pas à écouter, à entendre ce qui, par contre, aussi se disait de comment le racisme abîme psychiquement, enfin, je veux dire, a un impact psychique sur la propre santé psychique de la personne, la pauvreté aussi. Il y a des études aussi qui montrent que la faim, être sous-nourri, a des effets des effets dépressifs, sur de dépression, de pousser à des formes, de souffrance psychique. Donc tout ça balayé par la psychiatrie occidentale, bourgeoise, dominante, masculine. Et c'est ça, c'est... Et ils ne comprennent pas ce que c'est. Je veux dire, même à l'intérieur de ça, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qui fait partie aussi d'une certaine psychiatrie normative. Et donc, si ça ne rentre pas dans ces cases-là, ben voilà, donc il y a une pathologisation. Alors, à la fois, l'hôpital des fous à La Réunion, comme on disait l'hôpital des fous, les gens étaient pas très bien traités, mais on se dit qu'il y avait une vie plus collective qu'aujourd'hui, où les gens sont beaucoup plus enfermés, et aussi la camisole médicale est beaucoup plus forte, c'est-à-dire on assomme les gens avec des médicaments, des antidépresseurs, je sais pas quoi, enfin bon, des tas de trucs, et que les gens sont complètement abrutis. Il y a absolument, il n'y a pas du tout de progrès, il y a eu des progrès dans les médicaments justement pour complètement enfermer, la camisole chimique comme on dit, au lieu de la camisole qu'on voit dans les films, mais c'est pas mieux, c'est pas mieux. Et à l'hôpital des fous, il y avait parfois, à l'époque, comme ça c'était la méthode coloniale, c'est encore dans les années 60, je ne vous parle pas de siècles, enfin si, c'est le siècle passé, mais enfin je ne vous parle pas d'il y a 2 siècles, eh bien ils pouvaient être employés à des travaux, de réfection des routes. D'une certaine manière, ils sortaient. Alors évidemment, on peut dire c'est du travail forcé gratuit, mais aujourd'hui, ils sont complètement fermés. Donc la question, c'est que la psychiatrie, elle n'a jamais, cette psychiatrie coloniale, n'a jamais eu pour but de faire du bien, de soigner. Elle a toujours eu pour but d'enfermer. Alors après, c'était enfermé avec exploitation, travail forcé. Aujourd'hui, c'est enfermé avec camisole chimique, mais c'était enfermé, c'est pas soigné. Les formations de psychiatres, les formations de psychologues restent quand même en France complètement... elles ne se sont pas décolonisées, elles n'ont pas profondément... ça ne veut pas dire que tout le monde, je parle de la formation, ça ne veut pas dire les personnes elles-mêmes. Après, vous pouvez avoir des personnes qui... Mais à La Réunion, ça a été terrible, oui, c'est toujours terrible, il y a quand même une dominante de racisme. Enfin, le syndrome nord-africain est appelé maintenant syndrome méditerranéen, mais c'est de dire que les gens se plaignent trop. Alors, mais ça se dit, moi j'ai des amis médecins qui disent ça ne s'enseigne pas, mais ça se dit, ça se transmet. Donc il y a des choses, des formes de racisme qui ne se transmettent pas dans les livres. C'est pas dans le manuel de psychiatrie, on va vous dire en fait les noirs sont comme ci,
mais la pratique va faire ainsi. Et puis il n'y a pas du tout d'attention, je crois qu'il n'y a pas du tout, il y a très peu de compréhension de ce que le racisme fait, comment le racisme tue, enfin que c'est pas simplement les inégalités sociales ou les discriminations dans la vie, que c'est aussi psychiquement la souffrance que votre vie ne compte pas, que votre vie ne vaut rien, qu'on vous dit que vous êtes laid, que les personnes comme vous n'ont jamais rien fait, que les enfants grandissent en ne voyant rien qui leur ressemble. Ça a des effets, ça a vraiment des effets. Ça a vraiment des effets. Si vous voulez, moi je vois, ça rend les personnes deviennent timides, ne savent plus très bien, parce qu'il n'y a pas de force qui est donnée, il n'y a pas de fierté qui est donnée. Et du coup, il y a plus facilement de dépression, plus de fragilité, de difficulté de s'opposer. Parce que ce qu'on vous a mis dans la tête, c'est que finalement vous ne valez pas grand-chose. Vous n'êtes pas capable. Et ça a un effet, on ne se rend pas compte, je veux dire, là, ça a un effet psychique. C'est pas simplement que finalement vous n'avez pas trouvé de logement, ça vous ronge, vous avez fait toutes les études que vous pouviez faire et vous n'allez pas avoir le travail que vous pensiez pouvoir avoir, mais quand vous l'avez, vous ne pourrez pas progresser parce que finalement ce sera toujours un blanc. Tout ça, ça ronge sur ce qu'on appelle l'estime de soi ou l'idée qu'on a de soi, sur tout ce qui est, qu'est-ce qui serait de la beauté, tout ça. C'est pas simplement des questions culturelles, c'est aussi des questions psychiques de soi, de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir valorisé. Ce sont des choses très, très, très blessantes. Sans compter, donc je disais, le racisme, la pauvreté, le mépris, les humiliations constantes que vous subissez, et puis ce que le capitalisme fait comme destruction, apporte comme destruction, les guerres, même la pollution, quand vous vivez dans un endroit où l'air est vicié, l'eau est polluée, tout ça. Ce n'est pas simplement sur votre santé physiologique que ça va agir, c'est aussi sur votre santé psychique, où des enfants ne peuvent pas avoir le cerveau qui se développe de la même manière pleinement qu'un petit enfant blanc, bien bourgeois, vivant comme il faut. Tout ça, c'est vraiment cette profonde destruction, cette profonde inégalité et injustice ont des effets psychiques. C'est la folie du capitalisme, le stress, on l'a bien vu pendant le confinement, le fait que ce que le gouvernement appelait les métiers essentiels, les gens allaient au travail, la peur au ventre, il disait qu'ils avaient le ventre tordu de peur. Donc le stress qui était induit, la fatigue que ça donne, et du coup l'irritation qui va entraîner aussi d'autres attitudes. Quelle est l'idée de la bonne santé dans le capitalisme ? C'est un homme de 30-40 ans, blanc, pleine possession de ses moyens, qui fait son footing tous les matins, qui mange sa nourriture bio, avec son avocat, là, son toast à l'avocat, bon, et puis son thé, je sais pas quoi, qui fait du yoga, de la méditation, et qui peut se promener dans la ville parce que cette ville est sa ville. Et c'est ça la bonne. Et donc, en plus, après, ils vont faire des plaisanteries misogynes et racistes, mais c'est pareil, ça ne sera pas vu comme justement des manques et des pathologies psychiques, des déviances. Alors que les personnes qui n'en peuvent plus, qui sont irritées, tout ça, parce qu'elles travaillent je ne sais pas combien d'heures, puis après c'est 2 heures de trajet, puis après il y a les enfants, puis le stress qu'induit la fatigue et l'inquiétude. L'inquiétude parce que il y a la précarité constante ont des effets. Quand on dit quand on a vu même pendant les discussions de la réforme des retraites qu'il y avait des métiers où les personnes avaient 8 à 10 ans de moins d'espérance de vie moindre qu'un cadre blanc bourgeois, c'est pas simplement la difficulté physique du travail, c'est que ça ronge, le corps fatigue et il n'y a pas de séparation entre le corps et le psychique. Ce n'est pas vrai. On sait bien que si on est déprimé, physiquement on est fatigué. Mais si on est très fatigué physiquement, on est déprimé.
Il y a des effets de l'un à l'autre. Et le racisme est le racisme anti-noir, l'islamophobie sont des choses qui ont des racismes qui ont des effets sur le psychisme. Et ça, ce n'est quand même pas fortement reconnu en France. Même, bon, je lis quand même souvent, je regarde des articles, tout ça. C'est un peu évoqué, certaines chercheuses ou chercheurs évoquent, mais c'est pas vraiment. Je ne pense pas que le monde de la psychiatrie, de la psychologie ait pris ça à bras le corps. Et vous avez des très bonnes personnes ici et là qui font tout ce qu'elles peuvent, mais si le métier lui-même n'a pas vraiment fait son travail. Quels sont nos liens avec la colonisation? Quels sont nos liens avec le racisme? Comment est-ce que Césaire appelle l'effet retour de l'esclavage et du colonialisme? Comment ça est revenu s'insinuer dans notre formation, dans nos théories? Et donc, ce qui apparaîtrait comme neutre et universel, la psyché, l'inconscient, le rêve, de quelle manière c'est quand même la racisation a touché ces notions qui seraient neutres et universelles. Et donc tout ça, oui, je pense que ce n'est pas encore complètement acquis. Non. Il y a quelque chose de la pratique dans la psychiatrie, dans la psychologie, dans la psychanalyse, qui moi m'intéresse parce que c'est quand même ça, parce que de la théorie vous pouvez en faire, mais quand vous êtes face à quelqu'un qui souffre et qui vous parle, qui essaie de parler ou qui ne trouve pas les mots, là on est quelque part, on est ailleurs que dans le bavardage. Et moi ça m'a toujours intéressée, puisque moi-même, quand je suis arrivée en France, je vous ai dit, je suivais un peu ce qui se passait dans la psychiatrie, ce que faisait Deleuze et Guattari, mais aussi en psychanalyse. J'ai beaucoup suivi ce qui se passait en psychanalyse, j'ai moi-même été intéressée pour moi-même, tout ça, parce que justement, si vous voulez, pour moi la question de la décolonisation, c'est aussi d'arriver à comprendre comment certaines idées nous sont rentrées dans la tête, de vouloir plaire de cette manière, de vouloir devenir cela. C'est ça qui est devenu désirable, c'est ça l'objet du désir, pour parler avec ce vocabulaire. Et donc de se détacher de ça, de se libérer de ça, de s'émanciper au fur et à mesure de tout cela, de toutes les espèces de choses qu'on nous a mis dans la tête, ou qui sont imprégnées comme ça partout, depuis l'école jusqu'à la littérature, en passant par le cinéma, la télévision, enfin j'en sais partout. D'une part, quand j'ai vécu en Algérie, j'ai connu Josie Fanon, la dernière épouse de Fanon, qui était plus âgée, qui avait un côté assez maternant avec moi, assez maternel, bon, j'étais quand même toute jeune, et puis qui se demandait qu'est-ce que cette jeune fille, j'avais 16 ans et demi, qui arrivait comme ça en Algérie, sans connaître grand monde, quoi, parce que j'avais voulu quitter La Réunion, et j'ai passé mon bac là-bas, en fait, j'avais même pas fini le lycée, quoi. Et puis je suis arrivée, à l'époque vous n'aviez pas le portable ou le mail, donc j'ai tombé dans un pays, dans une société dont j'avais entendu parler. Je n'avais entendu parler que de l'Algérie chez moi, évidemment, famille anticolonialiste, tout ça. Mais en fait, une société musulmane, parlant une langue que je ne connaissais pas, donc tout ça a été très important pour moi. Et donc Fanon, évidemment, c'est pas qu'il était tellement lu, hein, c'est pas tellement ça, hein, mais moi-même je me suis intéressée. Donc j'ai lu assez tôt Peau noire masque blanc, mais je l'ai lu en relation, parce que on se souvient que ça commence, il parle des Antilles et des Antillais. Et donc moi, je faisais le parallèle avec l'île de la Réunion. Et donc la manière dont il fait le peau noire masque blanc. C'est vraiment cette question forte que le blanc devient désirable, qu'on veut être le plus près du blanc. Et ça, c'est pour moi une des grandes, vraiment pas découverte, mais enfin vraiment compréhension de Fanon, et de ce qui va entraver la vie des Noirs, la vie des colonisés, des Noirs, mais aussi des autres personnes colonisées. Parce que elles ne pourront pas être ce qu'elles devraient, enfin ce qu'elles peuvent être, ou ce qu'elles sont. Elles seront toujours en relation avec cet objet de désir, cet objet du désir. Donc j'ai lu ça avec grand intérêt, parce que vraiment ça me renvoyait à beaucoup de choses de La Réunion, beaucoup de choses. Même donc quand il parle de cette soumission, j'avais vu ça aussi. Et avec Fanon, il était possible d'en parler sans tomber dans la critique
racistes blanches. Non, mais ces gens, ils sont comme ça, de toute façon. Voilà. Et donc ça, c'était libérateur, de trouver la critique de ces attitudes et de ce psychisme, en accusant le racisme, en faisant comprendre que c'était le racisme qui était à la racine de cette forme de psychisme aliénant. Donc Fanon m'a beaucoup intéressée. Je passe sur des tas d'épisodes, mais quand j'arrive après, beaucoup plus tard aux États-Unis, je lis un article sur Fanon, d'un très grand théoricien postcolonial, mais pour moi je ne fais pas tellement attention, et j'envoie un article à la même revue absolument prestigieuse, en disant non mais il n'a rien compris, hein, parce qu'en français ça ne veut pas dire ça, et que Fanon a quand même écrit ça en français, et qu'il lit ça dans une mauvaise traduction en anglais, et donc il y a des interprétations qui ne vont pas. Alors le journal a publié, ce qui était quand même, moi c'était un des premiers articles que j'écrivais en anglais, hein, bon. Et puis en même temps je m'opposais donc à un grand Manitou du post-colonial, en disant non mais il n'a rien compris, hein, c'est pas du tout ça, etc. Donc du coup, tout d'un coup, il y a des fanoniens qui se sont dit mais qui c'est celle-là, etc. Et du coup je suis rentrée, je me suis mise à discuter, à débattre dans ce milieu, et il y avait une émergence d'un intérêt pour Fanon, né en 95, 94, dans les damnés de la Terre, pardon, je ne trouvais plus le titre en français tout d'un coup, son chapitre sur les maladies induites par le colonial, là, son dernier chapitre sur la guerre, les faits de la guerre, et je trouve aussi extraordinaire, quoi, absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il arrive, que ce que Fanon a réussi à faire, c'est d'écrire, analyser ce que le racisme et le colonialisme fait, et comment ça entre dans le corps et dans l'esprit, quoi. Et comment c'est destructeur à ce niveau, et comment la libération, la décolonisation ne peut pas être seulement la reconquête de la terre, du pays, mais aussi donc cette émancipation de chaînes, on peut dire, ou de boulets, qui entrave l'émancipation de soi. Enfin, tout ce qui aurait trait à la psyché, qui essaierait donc de revoir ce que la France, l'école française, a eu de racistes, de colonisateurs, il y a très peu de choses. Vous allez avoir des études historiques dessus, et encore surtout en anglais, mais vous n'aurez pas évidemment dans des écoles de ce travail là-dessus, ce qui fait que vous allez avoir des psychiatres qui vont arriver complètement sans aucune préparation, et qui vont arriver avec des diagnostics déjà faits en fait dans leur tête. Donc c'est pour ça que je dis, les gens sont absentés. Moi, ce que j'ai vu à La Réunion, par exemple dans les procès, c'est que ce psychologue ou ce psychiatre parlait de cette personne qui était là, mais comme si cette personne n'existait pas. Elle était totalement absentée de ces diagnostics. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il a pu comprendre de ce que cette personne dit ? En plus, il ne parle même pas créole, et c'était souvent des créolophones, complètement créolophones, de personnes de classe populaire pauvre, déracisées. Et je me dis, mais que tout ça, c'est une mise en scène, c'est un théâtre, où finalement, avec le président de la cour, qui était aussi un homme blanc, et entre blancs, et monsieur et madame, etc., mais mon cher ami, mon cher confrère, et là, vous aviez une personne qui était dans cette mise en scène, et sa vie était jugée, et était absentée. Et donc, cette incapacité d'écoute, alors que vraiment, la parole est extrêmement importante, et puis quelles sont les formes de guérison qui peuvent arriver par le corps, par des tas de choses, quoi, des tas de pratiques, et le fait que... Mais même la question, je voudrais revenir sur cette question de la parole, peut être fausse. Parce qu'il y a une espèce d'injonction dans la psychiatrie, dans la psychologie européenne, parle et tu seras libéré. Et en fait, de ne pas comprendre que non, il y a parfois des mots, on n'arrive pas à les trouver, et qu'il faut trouver d'autres formes, d'autres pieds pour pouvoir arriver à un moment donné à peut-être dire quelque chose. Donc, si les personnes ne parlent pas, c'est qu'elles ne sauraient pas valiser. Et ça, je l'ai vu aussi dans les procès. Non, mais l'inculpé ne verbalise pas le rapport à son père. J'étais là, je me dis, mais de quoi ? Et toi, tu serais capable de verbaliser le rapport à ton père là ? De quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'était cette fétichisation du mot et de la parole comme étant la seule chose qui pourrait libérer. Alors qu'il y a d'autres formes. Je ne sais pas, par exemple, dans des pratiques populaires, ça peut être de prendre les personnes dans les bras, mais des choses comme ça, de tenir la main. Enfin,
parce qu'il y a de très très grandes détresses, et il faut entendre la détresse. Et je ne pense pas que la manière dont les psychiatres sont formés, c'est pour écouter la détresse, pour entendre la détresse, pour vraiment qu'il y ait quelque chose réellement d'un souci, vraiment, pour l'autre. Vraiment de se dire, mais cette personne souffre, il faut que je l'aide quand même à être un peu apaisée, quoi. Parce que la souffrance psychique, c'est vraiment des souffrances terribles. C'est terrible. Et je ne parle pas de la schizophrénie ou la psychose, qu'on pourrait appeler autrement, tout ça. Je parle vraiment... Mais il y a eu un abandon, parce que même dans d'autres continents, sur d'autres continents, le néolibéralisme est arrivé aussi avec une forme de soin de soi, c'est-à-dire, mais prenez-vous par mais secouez-vous, ou alors c'est le coaching, etc., qui a complètement évacué ça. Et en fait, il y a un recul très 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 grand partout, et un recours énorme aux médicaments. Et donc pas aux racines de la souffrance, qui sont le capitalisme racial, le racisme, le sexisme, mais prends cette pilule, tu iras mieux. Qui va avec la production néolibérale, oublie ta souffrance. En France, c'est un des pays où le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Ça dit quand même quelque chose. Ça dit quelque chose. Ça veut dire que la vie n'est pas si joyeuse, n'est pas si terrible, et que si je ne prends pas ça, je ne vais pas pouvoir fonctionner. Je suis obligée de prendre ça pour tenir. Eh bien, qu'est-ce que serait qu'une vie, justement, une société qui n'a pas besoin de toutes ces béquilles? Parce que les êtres humains, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans toute cette dimension, c'est que ce que Fanon aussi comprend, c'est que nous sommes des êtres fragiles, au sens, il nous faut de l'amour, il nous faut de la tendresse, il nous faut que, voilà, qu'on se sente, on n'est pas vivre tout seul, c'est pas possible, et que le néolibéralisme pousse à l'individualisme et l'individuation, et qu'il faut réagir à ça, et donc c'est très difficile, parce qu'on se retrouve tout seul, mais je fais quoi là, moi je peux pas. Et donc oui, il y a un recul sur ce qu'il y avait aussi d'une approche humaine, et puis de comprendre que les gens souffrent vraiment. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en train de faire la comédie, comme ce que voulaient croire donc les médecins qui disaient que c'est un syndrome nord-africain ou aujourd'hui le syndrome méditerranéen. C'est pas de la comédie, les gens vont mal. Vraiment. Et il faut... donc quelles sont les formes de guérison que nous allons trouver? Et ces guérisons, et la guérison n'est pas, c'est aussi la guérison de le sentiment d'une histoire écrasante, d'une histoire qui ne dit que la traite, la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme. On est là, mais je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer une vie un peu plus paisible, quoi, qui n'est pas aussi destructrice? Mais on voit qu'est-ce que vous offre le néolibéralisme aujourd'hui? C'est d'être performant. Mais performant, pourquoi? Est-ce que performant, pourquoi? Comment je vais me dire, oui, finalement, j'ai telle ou telle limite ou telle chose, mais c'est pas la fin du monde, quoi. J'ai pas besoin d'être performant. J'ai pas besoin d'avoir une Rolex à 50 ans, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que la santé mentale est très liée qu'il y a des souffrances indicibles, mais qu'il y a aussi énormément de souffrances induites par la manière dont l'économie, la culture, le social, et énormément de racisme et le sexisme, l'islamophobie, l'antisémitisme produisent des souffrances psychiques. L'apport de la psychanalyse, c'est vraiment, je vous dis, d'avoir compris qu'on n'est pas simplement animé ou mobilisé par des choses rationnelles. Moi, j'ai vu, même, si vous voulez, quand j'étais petite, j'ai pas compris tout de suite, j'ai compris plus tard. Je voyais des attitudes de jalousie, d'envie, de ressentiment. Mais pourquoi? Bon, alors après, j'avais des explications un peu rationnelles, un peu trop rationnelles. C'est-à-dire, j'arrivais pas à mesurer, si vous voulez, la force des sentiments, la force des passions.
Et c'est ce que la psychanalyse m'a apporté, c'est de voir ça, d'être très... Et du coup, de m'intéresser aussi à la destruction, donc je dis la destruction psychique qu'apporte, si vous voulez. Et qu'on peut être détruit vraiment et ne pas pouvoir être soigné. C'est-à-dire, il y a des choses que les êtres humains font aux êtres humains qui sont absolument terribles et dont les gens ne peuvent pas se relever. Les génocides, les massacres, il y a une capacité de cruauté, des systèmes de domination, des systèmes de pouvoir qui sont absolument terribles. Et je suis très sensible à ça, donc je ne pouvais que m'intéresser à cette dimension. Je ne pouvais pas en rester à l'explication purement économique. Alors, sur la question de Freud, si vous voulez, dans ce cas, pour moi, ça a été une question de pratique, c'est-à-dire à un moment donné, de me confronter à moi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait que j'arrivais pas, que je n'étais pas complètement, que j'étais encore entravée par des choses, des sentiments contraires ou des sentiments qui parfois étaient plus forts que moi, comme on dit dans la langue populaire, et donc comment j'allais comprendre ça, c'est-à-dire que j'allais surmonter parfois des mauvais sentiments, comme on dit, que je n'ai pas que des bons sentiments, et je sais qu'il y a des tas de personnes qui pensent n'avoir que des bons sentiments, tant mieux pour elles, hein. Mais moi je sais que je peux être traversée par des choses, et donc de faire ce travail, de me dire non mais alors, d'essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient, quelle en est l'origine, pourquoi ça provoque ça, pourquoi telle chose a provoqué ça en moi, et comment je vais le surmonter, parce que ces mauvais sentiments ne vont m'amener nulle part, ça va me dévorer, ça va pas faire de moi une très bonne personne, je sais pas, ça va me pousser à me venger, tout ça. J'ai beaucoup pensé aussi à la question de la vengeance, je suis très intéressée par la question de la vengeance. Vous savez, les rêves qu'on peut avoir en se disant, et puis alors, comme ça, et voilà, et puis alors moi, je sais pas, quand j'étais jeune, j'ai eu des rêves d'être une espèce de super-woman, pour aller me venger là, des gens qui me faisaient du mal. Et puis, et donc, de ne pas rejeter ça, c'est-à-dire de ne pas rejeter le sentiment, mais d'essayer de voir comment répondre à l'humiliation ou au sentiment d'avoir été humilié autrement, de surmonter ça. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps envoyer un coup de bâton à quelqu'un. Mais c'est aussi pour ne pas être dominé par l'autre personne qui vous a humilié ou qui vous a... qui a eu une emprise, comme on dit aujourd'hui, sur vous, et de ne pas... Parce que c'est pour moi une forme de colonisation. Cette personne est en train de coloniser ma tête, là. Je suis en train de penser du matin au soir à ce qu'elle m'a fait, est-ce que j'aurais dû dire, est-ce que j'aurais dû faire, etc. Non mais ça va pas là, Françoise, c'est pas possible. Donc faire ce travail, pour moi, c'est un travail d'analyse, de psychanalyse. C'est pas simplement raisonne. C'est comprendre au fond de moi quel est le sentiment qui m'anime et donc de le surmonter pour penser que mes meilleures manières de me venger, c'est de réussir autre chose. C'est d'aller plus loin, de continuer à travailler, ou même parfois de penser que j'ai pas très bien agi, de le reconnaître, et d'y penser, et de me demander pourquoi, et de faire en sorte que je n'agisse plus comme ça, d'essayer de comprendre que j'ai fait des choses comme ça. Bon, mais quand même, quand je dis mal agi, il faut se dire mal agir, c'est quand même reconnaître qu'on n'est pas... Moi je suis frappée comment beaucoup de personnes se pensent très bonnes, quoi. Moi je me dis, mais je sais pas, personne n'a jamais eu de chagrin d'amour avec un désir, là, toi, là, tu vas voir si je t'attrape, ou avec les trucs. Et puis on voudrait avoir des pouvoirs incroyables pour que cette personne souffre. On souhaite la souffrance de quelqu'un, on souhaite, tiens, qu'elle souffre. C'est pas bien, enfin, quand je dis c'est pas bien, je veux pas faire de la morale, mais donc c'est ces sentiments-là qui sont là, et qui peuvent nous entraîner à faire des choses qui sont pas terribles, quand même. Moi, je suis pas en train de parler d'assassiner, tout ça, mais je sais pas, de répandre des mauvaises paroles sur quelqu'un, tout ça. Donc, de se rendre compte de ça. Voilà. Pour moi, c'est ça ce que la psychanalyse m'a apporté. Donc, la théorie, si vous voulez, bien sûr, j'ai lu Freud, j'ai lu Lacan, j'ai lu des psychanalystes. J'ai beaucoup plus été intéressée par les psychanalystes anglais comme Donald Winnicott et Jean Bowlby qui s'intéressent aux enfants, aux bébés.
et comment déjà ça commence. Par exemple, il y avait une chose qui m'a beaucoup intéressée parce que ça a à voir avec le colonialisme et le racisme, c'est que Winnicott, pendant la guerre, la deuxième guerre, le gouvernement anglais va prendre des enfants pour les mettre à la campagne, loin de leurs parents, pour les protéger du blitz, etc. Donc des petits de quartiers populaires, souvent, ils vont être envoyés à la campagne loin. Et en fait, ça va être pire pour eux que s'ils étaient restés. Et un autre, dont le nom est de Spitz, va faire la même chose dans les prisons. C'est-à-dire que on retire les enfants aux femmes qui sont dans les prisons. Les enfants vont beaucoup plus mal que s'ils restent avec leur mère. Donc, alors que l'idée serait, mais non, mais il faut les éloigner, c'est pas bien, tout ça, etc. Et donc, par exemple, et en fait, les enfants étaient beaucoup moins bien, allaient beaucoup moins bien. Et donc, après, si on transpose ça, ce qu'on a fait aux enfants amérindiens, aux enfants réunionnais, les enfants de la Creuse, aux enfants kanaks, aux enfants aborigènes, en fait, aux enfants inuits, enfin, tous ces exemples qu'on peut avoir, on voit que cette séparation qui est pour le bien, et qui part d'une idée de la manière dont votre esprit fonctionne, dont vous allez fonctionner, qui est complètement rationnel, qui ne tient pas compte de la vie humaine, si vous voulez, qui ne tient pas compte qu'en fait, on a beaucoup plus besoin d'être avec sa mère ou son père que d'en être séparé au nom du bien. Et que ça a provoqué des suicides chez les enfants, des dépressions à vie, des formes d'alcoolisme, parce que quelque chose avait été cassé. Et les enfants de la Creuse, ces enfants de la Réunion, des Réunionnais parfois à 1 an, qui ont été envoyés majoritairement dans la Creuse, c'est pour ça qu'on les appelle les enfants de la Creuse, dans les années 60, ça s'était arrêté très tard, dans les années 80, et c'était pour leur bien. Et c'était des petits enfants noirs qui se retrouvaient dans des familles de paysans ou d'autres, mais bouleversés, pensant que leurs parents les avaient abandonnés, donc en gardant une blessure terrible. Certains, plus tard, ils étaient adultes, ont fait le travail de retrouver leurs parents, retrouver leur mère avec toujours un sentiment, puis ils avaient des frères et sœurs qui, eux, avaient continué à grandir. Donc il y en a un qui parle très bien de ça, les sentiments de rage et de colère qu'il avait envers ses frères et sœurs, qu'il ne méritait pas, mais parce que eux, ils avaient eu l'amour de la mère, alors que lui en avait été privé. J'ai lu, puis je connais aussi, il y a des femmes qui parlent de ça. Et donc la destruction vraiment de personnes qui me disaient qu'ils n'avaient jamais réussi, ou qu'elles n'avaient jamais réussi à complètement être libérées de cette blessure. Et qui parfois avaient 60 ans continuent à pleurer quand elles en parlaient. Parce que et ça c'était pour le bien. Donc si vous voulez, la question de là, la psychanalyse peut nous apprendre quelque chose. Vous voyez, il y a des formes d'étudier ce qui se passe, et qui donc conteste le côté rationnel ou du coaching ou de l'apprentissage mais finalement, mais non, mais les enfants ils peuvent s'en sortir, les enfants c'est souple, c'est flexible, tout ça. Quand on voit les mineurs isolés à Paris, la manière dont ils sont traités, mais c'est effrayant, c'est horrible. Et c'est pas simplement qu'ils sont dans la rue, tout ça, mais c'est la peur dans laquelle ces enfants vivent, ces mineurs vivent, c'est-à-dire détachés de leurs parents, séparés de leur famille, et dans la peur d'être agressés, d'être violés, d'être battus. Et ça, c'est au même moment où il y a toute une psychologie de l'enfant qui se développe, où les enfants doivent être adorés, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, la protection des enfants, la moindre chose, il y a une cellule psychologique qui est envoyée dans une école, mais il y a des millions d'enfants dont finalement la bonne santé, qu'elle soit, et comme je le disais, je ne sépare pas le corps de l'esprit, pour parler ainsi, donc c'est pas grave. Donc c'est ça, je trouve, si vous voulez, que la psychanalyse, ou comme on veut l'appeler, enfin, si vous voulez, la psychiatrie c'est plus compliqué, mais peut intervenir dans l'antiracisme. Montrer que le racisme non seulement tue évidemment et discrimine, mais abîme, je ne sais pas quel mot trouver, psychiquement.
Et ça, il y a un travail, il y a au Brésil, il y a des quand même... L'Amérique du Sud a une grande tradition dans la psychanalyse, hein, beaucoup. L'Amérique centrale aussi un peu. Aux États-Unis, il y a un courant noir, dans psychiatre, psychologue, tout ça, qui depuis longtemps, puis se sont étudiés les enfants. Ben, il y a eu la fameuse étude juste après la guerre où on donnait des poupées blanches et des poupées noires à des enfants noirs, et les enfants noirs choisissaient tous systématiquement la poupée blanche. Donc, qu'est-ce qui se fait que pour des enfants, c'est... Donc déjà, comment l'enfant rejetait son autre. Donc ça, vous avez ça. Il y a beaucoup de recul sur le continent africain, qui a pourtant eu des très bonnes écoles, à Dakar, en Algérie, il y en a eu aussi un peu au Maroc, en Afrique du Sud, Nigeria. Il y a beaucoup de recul, mais ce recul, il n'est pas dû à une négligence, il est dû aussi au fait que les programmes d'ajustement structurel ont absolument cassé les programmes de santé, et le premier truc qui part, c'est l'hôpital psychiatrique, quoi. Vraiment... Donc, on voit aussi que les programmes d'économie néolibérale sont des programmes qui sont contre la guérison, si on pourrait le formuler comme ça. Vraiment, le continent africain, les Caraïbes, il y a beaucoup d'endroits où c'est complètement négligé, quoi. Et toute une partie, et puis là, ça va gagner l'Asie, tout ça. C'est-à-dire, tous ces régimes qui adoptent le néolibéralisme, eh bien, adoptent des coupes énormes dans les budgets de la santé, et donc et séparent la santé du corps de la santé, puis déjà se fichent de la santé en général, puisqu'on voit le nombre de morts hein, en ce moment avec la pandémie. Mais ce que la pandémie va faire à la santé psychique n'est pas pris en compte. Or, il va avoir des effets. Déjà en France, semble-t-il, il y a beaucoup plus de consultations post-confinement dans les services de psychiatrie. Les gens vont mal. Et ça, c'est chaque fois mis sous le tapis, parce que concevoir que le capitalisme racial, que le racisme, l'islamophobie et le sexisme sont non seulement des systèmes de domination, mais des systèmes qui détruisent la santé mentale, enfin qui affectent la santé mentale, ça irait plus loin qu'une critique simplement de classe, si on peut, pour dire les choses rapidement. Puis de faire, si vous voulez, la présentation de la pandémie, ça a été il faut protéger ci, c'est ça. Mais en fait, c'était comme si on ne parlait que des personnes en bonne santé. Et évidemment, la question des personnes âgées aussi, moi j'ai trouvé ça très incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une société d'une cruauté totale qui disait, mais les vieux, on peut s'en débarrasser, quoi. On les laissait mourir tout seuls, il n'y avait même personne pour leur tenir la main. C'est une cruauté effroyable. C'est-à-dire, c'est vraiment le néolibéralisme, c'est casser les liens intergénérationnels entre grands-parents et enfants et petits-enfants, entre enfants et parents. C'est faire de chacun de nous un individu. Et ça a des effets psychiques. Parce que tout seul, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc oui, le racisme est absolument... mais on le voit, puisque il y a aussi une partie de la littérature qui va parler de comment le racisme rend... Pour prendre cette expression, on va dire rend fou, au sens... pas justement de la norme, mais... et que parfois, ça peut être une défense, quoi. Non, mais moi, j'accepte pas votre norme. Donc, je vais faire le fou, comme on dit. Mais vraiment, moi, ça m'a frappé. Enfin, je veux dire, grandir dans une... Enfin, c'était plus une colonie, mais c'est l'équivalent d'une colonie, a été très instructif. Vraiment très instructif pour que tout ça... Et vraiment, je le répète, la dimension psychique m'a toujours, je pense, parce que... Donc, mes parents étaient des militants, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer, je ne sais pas pourquoi. J'étais très sensible à la douleur psychique. Pas simplement à la misère, mais à la douleur psychique. Les visages, la détresse ou la peur, tous ces sentiments qu'engendre le racisme, que produit le racisme. J'ai été très sensible à ça. Et souvent, je trouve que parfois, c'est dans la littérature qu'on peut trouver les meilleures descriptions des affres dans lesquels le racisme ou le sexisme vous fait plonger.
Mais oui, je trouve il y a très peu d'études psychiatriques, ou s'il y en a, d'études psychologiques, ou s'il y en a, elles ne traversent pas un milieu, peut-être que c'est, je sais pas, peut-être qu'il y a des groupes qui en parlent, mais ça ne traverse pas la société du tout. Ce n'est pas du tout devenu... c'est très difficile. Vous le disiez, par exemple, le burn-out, tout ça, le stress ne sont pas reconnus comme des maladies professionnelles. Or, quand les gens n'en peuvent plus, tous les suicides qu'il y avait eu il y a quelques années dans certaines grandes compagnies, c'est quand même, on se dit, se tuer pour... La société de la fatigue, c'est ça, hein. Vraiment. Oui, de l'épuisement. Ouais. De l'épuisement. Et on sait si on est en bonne santé, que quand on est très fatigué, on est irrité, on est déprimé facilement. Donc là, il faut le voir que c'est chaque jour comme ça, toute l'année. Un épuisement, un épuisement, un épuisement, un épuisement, un épuisement. Ça ronge, ça ronge, ça ronge, ça ronge, ça ronge. Vous faites des transports bondés, c'est ça, vous arrivez, tout ça, tout est comme ça, tout est comme ça, tout est fait pour que votre vie soit difficile et pénible. Et vous arrivez quand même à tirer de la joie, que vos enfants soient bien, et de la joie, tout ça, c'est quand même, mais au prix d'efforts qui sont parfois, qui ont un coût sur la santé. Et puis surtout, on psychologise tout. C'est-à-dire que la moindre chose... Mais il y a des... Je ne sais pas si en France on le fait, mais par exemple, il y a des pays où, si on veut avorter, il faut passer devant le psychologue. Expliquer pourquoi on veut avorter. Ah bon, mais vous ne voulez pas avoir des enfants, mais pourtant vous êtes une femme, vous devriez être content d'avoir un enfant. Mais attendez, ça ne vous regarde pas, là. Donc il y a aussi cette psychologisation de décision, de choix, qui serait vu comme un choix pour un homme blanc bourgeois, mais qui là serait l'expression d'une anormalité, d'une pathologie. Ou par exemple, tous les examens psychologiques que doivent faire des gays, des lesbiennes, des trans, mais aussi des personnes, par exemple, toute la grossophobie, mais vous vous laissez aller. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose, donc psychiquement, vous n'avez pas de force, quoi. Donc c'est toujours quelque chose vous ne correspondez pas à la norme, vous n'êtes pas ce qu'il faut. Et donc à partir de là, on ne va pas vous considérer... et aussi du coup, les symptômes que vous pourriez décrire ne seront pas pris au sérieux. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens viennent vraiment pour dire « mais voilà, je souffre de ça », on va dire « non, mais c'est pas grave, mais c'est parce que vous êtes trop grosse ou que vous êtes une travailleuse du sexe, ou parce que vous êtes gay, ou parce que vous êtes trans, tout ça. » Donc les problèmes, les questions qu'on pose, qu'elles soient de douleur psychique ou de douleur physique, ne seront pas prises en compte. Donc c'est à la fois stigmatiser et nier les questions. Donc les personnes sont prises à la fois dans une constante stigmatisation et pathologisation de leurs sentiments, de leurs souffrances, et à la fois dans une non prise en compte. Ou alors, mais non, mais vous n'avez qu'à prendre ça, là, ça vous fera cet antidépresseur, ou je sais pas quoi, et puis ça vous fera du bien. Et c'est terrible, parce qu'elles ne sont pas prises du tout au sérieux, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est complètement fermé. Mais elles sont renvoyées à une pathologisation, en même temps. Mais une pathologisation qui va déboucher que sur, mais prenez-vous en main, ou alors, tenez, prenez cette pilule et puis ça va s'arranger. Mais pas comme, je vais vous écouter, venez, on va parler, ou alors on va pas parler, mais on va voir quelle est la forme de guérison qui va vous convenir. Et si on discutait ensemble, quelle forme de guérison sera la meilleure. Voilà. Il n'y aurait qu'une guérison, et de plus en plus, on le sait, les psychiatres vont donner des médicaments, d'une part parce que parfois ils n'ont pas le temps, dans les hôpitaux, tout ça c'est 10 minutes de diagnostic, alors qu'il faut prendre le temps. Quand Fanon, il était de cette école faite par Tosquelles, qui était un républicain espagnol catalan, qui avait fui l'Espagne quand Franco écrase la République espagnole, et il va s'établir dans un hôpital au sud de la France, et il va faire ce qu'on appelait la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire le travail en groupe, le fait que les gens peuvent faire des choses manuellement, enfin être engagés dans des travaux manuels, tout ça. Et donc Fanon va énormément apprendre, c'est pour ça qu'à Blida, il va rouvrir la mosquée, il va permettre qu'il y ait des matchs de foot, ou
qu'il y ait des compteurs qui viennent, c'est-à-dire de réintroduire les personnes dans la vie sociale, de ne pas les condamner. Ben toi, tu es pour à tout jamais, tu es à l'hôpital psychiatrique. Et de pouvoir réinsérer des personnes, peut-être qu'il y en a qui ne seront jamais, mais enfin en gros, c'est comment aider à vivre, quoi, et à revenir dans la vie sociale. Et ça, c'est des choses qui ont été très importantes, qui étaient très liées à des psychiatres communistes qui avaient connu la résistance, qui avaient lutté contre le fascisme, et pour qui, effectivement, le capitalisme et le fascisme étaient aussi producteurs de souffrances psychiques. Et donc ça a été un courant que Fanon, lui, l'a appliqué à la question coloniale et raciale, avec tous les travaux qu'il a fait à Blida et ensuite. Et ça, ça a été, affaibli par la prise en main des grands trucs pharmaceutiques, me cause des embêter avec ça, la restriction des budgets, le fait qu'on ne va pas s'embêter avec ça, il n'y a qu'à lui donner des calmants, puis elle va enfermer. Donc il y a aussi une porosité entre l'économie, l'idéologie de l'individu, tout ça, et la manière dont la psychiatrie aujourd'hui prend en compte les souffrances.